Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Sadi Lalou, le directeur de l'Institut d'études avancées de Paris, et je voulais vous souhaiter la bienvenue à ce colloque des Asiatiques en Île-de-France, Nouveaux regards, nouvelles images, qui est organisé par Simen Wang du CNRS dans le cadre du Tour de France, du Tour du CNRS en 80 jours, pardon, et donc organisé avec le soutien, bien entendu, du CNRS, de la mairie de Paris et de l'IEA de Paris. Cet événement s'inscrit dans le programme Émergence chinoise en Île-de-France, identifications et identités en mutation de l'Institut Convergence Migration. Je suis doublement heureux d'accueillir ce colloque. D'abord parce qu'il s'agit de célébrer aussi les 80 ans du CNRS et parce que c'est organisé par l'Institut Convergence. D'abord le CNRS, pour lequel j'ai un attachement particulier, puisque j'ai été directeur de recherche associé CNRS à l'époque où je dirigeais un laboratoire à EDF R&D. Ça m'a permis de développer mes travaux sur l'intelligence distribuée. C'est comme ça que j'ai été exfiltré en fait de l'industrie vers la recherche. Et finalement, je me retrouve ici devant vous et je souhaite une très longue vie au CNRS. Et pour célébrer cette glorieuse histoire de 80 ans, quel meilleur endroit que l'hôtel de Lauzun, chargé d'histoire aussi, construit en 1658, et que la ville de Paris met très aimablement à la disposition de notre Institut d'études avancées. L'Institut d'études avancées de Paris, pour ceux qui ne le savent pas, est une sorte de paradis pour chercheurs, un peu l'équivalent de la Villa Médicis à Rome pour les artistes, mais ici pour les chercheurs internationaux. Et on donne aux meilleurs chercheurs mondiaux qui viennent ici 6 mois ou 1 an du temps non fragmenté pour réfléchir à leurs recherches sur la base d'une sélection qui se fait un peu sur le modèle de l'ERC. C'est un endroit qui est interdisciplinaire, bien sûr, qui est même intersectoriel et qui est aussi un lieu d'expérimentation et de réflexion sur la recherche. C'est évidemment un lieu de rencontre internationale et donc particulièrement bien choisi pour votre colloque. Votre colloque qui aborde un sujet qui est fondamental, puisque la diversité est la source même de l'évolution et qu'il faut, justement, pour pouvoir mieux aborder les changements qui nous attendent dans ce monde un petit peu difficile, favoriser les échanges et les contacts entre cultures. C'est fondamental d'une manière générale entre les peuples et c'est encore plus fondamental en sciences et en sciences sociales. Et de ce point de vue, la France doit à tout prix accroître ses échanges internationaux et en particulier avec l'Asie, puisque l'Asie est l'endroit où se joue évidemment le futur du monde. Nous avons ici actuellement le professeur Marilène Libert qui travaille sur la question de la place des femmes dans la ville et plus particulièrement en ce moment sur la question de la manière dont les prostituées chinoises s'insèrent dans le tissu urbain et social à Paris. L'année prochaine, le professeur Volkov de la National Tsinghua University de Taïwan viendra étudier les mathématiques chinoises à partir de manuscrits médiévaux. Évidemment, l'IEA n'a qu'une part très modeste à ces échanges, part qui devrait s'accroître. Mais il y a d'autres institutions. Par exemple, hier, j'étais aux 10 ans de la fondation France-Japon, montée par Sébastien Le Chevalier de l'École des hautes études. Et j'ai passé une partie de la soirée, hier soir, fait jusqu'à minuit et demi, à discuter, à nous promener dans Paris avec les professeurs. Donc Morita, qui dirige le RISTEX, qui est l'Institut for Science and Technology Agency, enfin l'équivalent, si vous voulez, de la partie de l'ANR qui s'occupe des sciences sociales. Et puis aussi sa collègue, le professeur Ito de la Tsuda University. Et je profite de ce que vous êtes ici pour vous annoncer un petit scoop, c'est que l'an prochain, suite à la volonté du président de la République, va être créé un institut européen d'études chinoises, institut qui sera à terme au campus Condorcet, qui a vocation, un petit peu comme nous le faisons ici, mais spécifiquement sur les études chinoises, à accueillir à peu près 120 chercheurs annuels.
et dont la préfiguration pendant l'année qui vient va se faire ici même à l'Institut d'études avancées, puisque nous sommes une plateforme de test, d'expérimentation dans le domaine des sciences sociales et humanités et neurosciences. Et c'est un institut qui est monté en partenariat avec l'INALCO, le CNRS, le HESS, les universités d'Aix-Marseille, de Lyon, de Ca' Foscari, de le Max Weber Stiftung, l'université de Leiden, aussi l'European Association of Chinese Studies. Et donc, j'étais heureux de pouvoir vous annoncer un petit peu en primeur que, vous voyez, tout ça se développe aussi au niveau scientifique. C'est un petit peu notre spécialité ici. Et je suis donc très heureux de voir que vous allez pouvoir passer une journée à discuter de ces questions qui sont importantes pour le futur de l'humanité et en particulier importante pour la communauté de recherche. Je ne vais malheureusement pas pouvoir assister à vos débats. Moi, je suis un peu comme le cuisinier dans un grand restaurant, c'est-à-dire qu'il se passe des choses épatantes ici tout le temps et que moi, je suis en cuisine en permanence pour essayer de monter, on va dire, la tringlerie administrative qu'il y a derrière tout ça. Mais je le regrette beaucoup et je vous souhaite d'excellents débats et je vous remercie d'avoir choisi notre institut pour votre conférence. Et je passe maintenant la parole à votre organisatrice et grande prêtresse, Simeng Wang. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à remercier justement Monsieur le directeur de l'IA de Paris pour l'hébergement de cet événement dans ce lieu vraiment prestigieux, magnifique et chargé d'histoire. Et avant d'entrer vraiment dans le détail de cet événement, je voulais juste vous rappeler que, comme vous le voyez dans la salle, l'événement est filmé. Donc, pour toute intervention du public, si vous ne souhaitez pas être filmé, il faut signaler auprès de cette équipe du CNRS audiovisuel. Merci à Madame Ferlita et sa collègue. Il faut signaler auprès d'elle. Pour conserver aussi collectivement ce lieu, je vous rappelle tout de suite, j'en profite pour vous donner quelques consignes, notamment des règles de sécurité. Dans cette salle, notamment, il ne faudrait pas toucher au rideau. Il est interdit d'ouvrir les fenêtres. Et je vous prie également de ne pas vous appuyer ou poser des affaires contre le mur, puisque c'est une salle classée monument historique. Donc, je vous remercie. Et donc, je voulais remercier également, en plus du soutien de l'IA de Paris, toutes les institutions qui ont permis l'organisation de cet événement, notamment le CNRS, l'Institut Convergence Migration et également la mairie de Paris, sans oublier aussi mon laboratoire de rattachement, le CERMES 3. Je remercie également l'ensemble des intervenants qui ont accepté de venir et animer ce débat. Et pour les uns, ils sont des chercheurs, pour les autres, ils sont des acteurs non universitaires. Donc il est très important justement de rappeler un des objectifs principaux de cet événement, justement de faire un dialogue, le monde académique et la société civile. Donc nous tenons vraiment à cœur les échanges entre les chercheurs universitaires et aussi les artistes, des journalistes, des acteurs engagés, territoriaux, des acteurs associatifs également. Et avant de présenter nos trois intervenants à l'ouverture de cet événement, je souhaiterais justement revenir un peu sur l'intitulé de notre colloque pour attirer aussi vos attentions sur les deux éléments. Le premier sur des Asiatiques, pour préciser que lié à l'histoire des immigrations asiatiques en France et plus largement sur l'histoire de la France. Ici, dans le cadre de ce colloque, nous parlons principalement des populations asiatiques en provenance du Vietnam, du Cambodge et de la Chine. Le deuxième élément, c'est sur ce qui est de nouveau dans le titre, puisque nouveaux regards, nouvelles images, qu'on a observé au cours de ces dernières années comme phénomène émergent au sein de ces populations asiatiques. Nous constatons en effet un renouvellement, un tournant accompagné d'un tournant générationnel. D'un côté, on voit de plus en plus de revendications politiques formulées par ces populations asiatiques qui résident en région parisienne, par exemple les luttes contre le racisme, par exemple les participations
participation politique, etc. Et en même temps, foisonnent également des écrits, des romans, notamment des témoignages autobiographiques écrits par ces populations elles-mêmes pour parler des histoires des familles, sur les vécus migratoires, sur des questions de transmission de génération en génération. Donc c'est un peu dans ce paysage global qu'on a conçu et construite ces deux tables rondes d'aujourd'hui, celle du matin sur la question de participation politique et citoyenneté, et celle aussi de l'après-midi qui parle davantage des questions de transmission, mémoire et génération. Et donc, sans tarder, je vais vous présenter les trois intervenants de notre d'ouverture de l'événement dans l'ordre de prise de parole. D'abord, Monsieur François Héran, qui est sociologue, démographe, professeur au Collège de France, qui est aussi directeur de l'Institut Convergence des Migrations. Et ensuite, Monsieur Emmanuel Mamong, qui est géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, qui va prendre la suite la parole. Et enfin, on va se terminer avec une intervention donnée par Winnie Lam, qui est anthropologue, professeur associé à l'université Trent au Canada. Donc, merci à elle aussi pour ce déplacement jusqu'à Paris. Donc là maintenant, je donne tout de suite la parole à François Héran. Merci beaucoup Simeng pour cette introduction. Je suis très heureux que l'Institut des migrations, coordonné par le CNRS, ait pu être associé à cette manifestation. Très heureux aussi de m'exprimer sous les lambris de l'Institut d'études avancées de Paris, qui sont tout à fait spectaculaires. Je ne suis pas sinologue, et les deux orateurs qui vont me suivre, eux, sont d'éminents spécialistes de la Chine. Je vais simplement vous livrer quelques réflexions. Je suis heureux de voir que le colloque traite notamment des questions de mémoire, des questions de discrimination, du ressenti des populations. Et je crois qu'il est important, effectivement, qu'on réfléchisse tous à l'exemple chinois, mais pas seulement chinois, également cambodgien, vietnamien, etc., mais en relation aussi avec d'autres histoires migratoires et d'autres phénomènes. Une de mes collègues au Collège de France, Anne Cheng, travaille beaucoup sur les avatars du confucianisme, les façons extrêmement différentes qu'on a eues de percevoir l'influence de Confucius en Chine. Quand on lit Max Weber, Confucius, c'est un signe c'est le signe d'une civilisation attardée qui a bloqué le développement de la Chine. Et puis, des décennies après, au contraire, Confucius, c'est l'image même de l'esprit d'entreprise. Enfin, c'est extraordinaire de voir à quel point, sur un cas aussi simple que celui-là, les images ont été complètement retournées, se retournent comme un gant. Même chose aux États-Unis. Et je trouve que ce qu'on peut dire là de Confucius fonctionne très bien aussi pour la migration chinoise, qui suscite finalement des images extraordinairement contrastées et parfois simultanées. Je lisais il y a 1 an ou 2 le livre d'Elizabeth Lee, qui est une anthropologue, historienne, c'est un livre qui s'appelle The Chinese Must Go, qui raconte de façon extrêmement détaillée comment aux États-Unis, pas par l'initiative du Congrès, mais sous la pression d'un certain nombre de populations, notamment frontalières, peu à peu, on est arrivé au Chinese Exclusion Act, à la fameuse loi qui a essayé d'exclure totalement la Chine, les Chinois de l'immigration. Et ce qui est frappant quand on lit ce livre, c'est de voir qu'il y a à la fois l'image du mépris pour ces gens qui, au début, étaient habillés autrement, avaient leurs fameuses nattes, rasaient les murs. Et puis en même temps, très vite, il y a des exemples de réussite. Et ces réussites sont un profond mystère. Et ça fait penser au fameux article du Point que peut-être certains d'entre vous citeront tout à l'heure, la réussite intrigante des Chinois, qui a donné lieu à une plainte pour diffamation c'était en 2012 par là, puisque l'article se terminait sur les 5 ou 6 commandements des Chinois, et parmi ces commandements, il y avait je ne paie pas mes employés car ils appartiennent à ma famille, je ne paie pas d'impôts, enfin voilà, et c'est ces propos qui ont été
donc condamné par la justice comme étant diffamatoire. Eh bien, on retrouve cette question de l'investissement des Chinois dans un certain nombre d'activités qui peuvent être le commerce, mais qui peuvent être aussi l'investissement éducatif. Et ça pose tout de suite un problème extraordinaire. Mais pourquoi réussissent-ils? Et c'est au moment où ils réussissent que le racisme et la discrimination s'intensifient. C'est très intéressant. C'est pas quand l'écart est le plus grand, c'est au contraire quand il y a convergence avec la société d'accueil que se développent les sentiments de rejet. C'est une vieille histoire qu'on voit pour les quantités de communautés. Hein. C'est tout à fait, c'est pas propre à la Chine, je pense, même s'il est vrai que il ne faut pas le nier, il y a, selon les populations des pays d'origine, différentes manières d'investir dans le pays d'accueil pour arriver à ses fins, pour assurer sa mobilité sociale. L'exemple des Irlandais parlant anglais, rompus au combat politique de longue date, eh bien, ils ont investi les autorités municipales et ils ont été formidablement surreprésentés à la mairie de New York et qu'ils ont dominé pendant des décennies. Il peut y avoir ainsi des spécialisations, en quelque sorte, et des différentes façons qu'ont les pays d'investir des niches professionnelles, des niches politiques, etc. Et tout ceci s'observe, et je crois que le cas chinois est très intéressant à comparer avec d'autres. Je lisais aussi, c'est une lecture que j'ai achevée il y a quelques jours seulement, un livre qui est assez controversé, mais qui est très intéressant sous ce rapport-là, qui est Guts Ali, A-L-Y. C'est un des grands historiens du Troisième Reich, de la Shoah, etc. Et dans un de ses livres qui s'appelle Why the Germans, Why the Jews, en traduction anglaise, parce que l'original est allemand, il évoque, depuis le début du XIXe siècle, au fond, des quantités de textes, un livre qui vaut surtout par ses citations, où constamment revient la thématique de l'envie, de la jalousie. Enfin, comment se fait-il que ces juifs si peu nombreux, partis de rien, si misérables, etc., arrivent à réussir, arrivent notamment, ont une réussite scolaire qui dépasse de loin la moyenne. Et la jalousie, c'est la plus grande des passions sociales. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle et pas moi, hein? Quand vous regardez Othello de Shakespeare, c'est pas le vrai jaloux n'est pas Othello. Le vrai jaloux, c'est Iago qui monte toute cette affaire parce qu'il n'a pas reçu la promotion qu'il escomptait et que c'est Othello qui l'a reçue. C'est ça le ressort de la jalousie au sens de la passion sociale et pas de la passion purement passionnelle. Eh bien, Guts Ali explique, et là ça peut se discuter, et je pense que vos travaux permettront d'éclairer ça, qu'il y avait vis-à-vis des Juifs, certes, un racisme ou un antisémitisme classique, chrétien, avec des bases profondes, médiévales, mais qu'il y a aussi un antisémitisme social, qu'il y a un ressentiment par rapport à la réussite sociale, ou en tout cas la peur de la concurrence. La peur de la capacité qu'ont les autres à s'insérer eh bien, dans la société, qu'au fond l'intégration fait peur. Et on dit toujours qu'autrefois on faisait de l'assimilation, que maintenant on ne fait que de l'intégration. Enfin, il faut voir que pendant des décennies, on ne voulait pas que les immigrés s'intègrent. On voulait simplement qu'ils travaillent, on ne voulait pas de regroupement familial. On leur apprenait même, on leur donnait des cours de langue financés par les pays d'origine, mais ce n'était pas du tout parce qu'on faisait du multiculturalisme, contrairement à l'interprétation récente. C'est parce qu'en réalité, on prévoyait qu'ils allaient rentrer chez eux. C'était ça l'idée. Et on ne voulait surtout pas qu'ils s'intègrent. Donc on n'est pas passé d'un modèle d'assimilation à un modèle d'intégration, on est passé d'un modèle de non-intégration à un modèle d'intégration, évidemment qui a toutes ses difficultés, comme on peut l'imaginer. Mais voilà, donc cette espèce de passion sociale qui régit les rapports entre les groupes, il est différent, mais est-ce que cette différence n'a pas un risque d'une concurrence? Est-ce qu'il ou elle, finalement, ne vaut pas mieux que nous? Et c'est ça la grande peur qui, je pense, est particulièrement visible dans le cas de la question de la migration chinoise telle qu'elle se pose actuellement, y compris dans les relations avec les autres groupes d'immigrés. Puisque, évidemment, ces rivalités entre les groupes peuvent tout à fait, et c'est même tout à fait classique, confronter des courants migratoires d'origines diverses et d'anciennetés diverses. Hein.
l'idée que voilà, j'ai réussi à entrer, et maintenant je ferme le portillon derrière moi. C'est une idée très classique. Après tout, l'histoire des États-Unis, c'est ça. Les outsiders entrent, acquièrent très vite une mentalité d'insiders. Le mouvement nativiste l'illustre magnifiquement, et font tout pour écarter les suivants, qui sont trop à l'est, trop juifs, trop méditerranéens, trop ceci, trop cela. Mais enfin bon, il y a des différences, mais en gros, il y a aussi, et ça je crois que c'est un sujet évidemment difficile et délicat à étudier, mais tout ce qui s'est passé à Aubervilliers ces dernières années illustre quand même bien l'importance de ce problème et la nécessité de l'étudier de façon aussi objective que possible, pas simplement se polarisant de façon monographique sur une ou deux communautés, mais je crois en menant aussi des comparaisons qui peuvent être... Une comparaison est intéressante par les rapprochements qu'elle montre, mais aussi par le point où elle cesse d'être intéressante, il y a trop de divergences. Voilà, donc je suis ravi de voir que tout ceci pourra éventuellement vous intéresser et vous mobiliser. L'Institut Convergence compte actuellement 380 chercheurs, je dis deux mots là-dessus. Ce sont des chercheurs qui restent membres de leurs universités, de leurs organismes de recherche, mais qui acceptent de consacrer une partie de leur temps aux organisations, aux activités de l'Institut Convergence. L'Institut Convergence, c'est un terme générique. Il y a une dizaine d'instituts dans toutes les disciplines. Ça n'a rien à voir avec la convergence migratoire. Hein. C'est un peu un hasard que nous portions cette appellation. Et ces activités, ces 380 chercheurs, se regroupent dans 5 départements, avec la possibilité évidemment d'activités transversales. Et c'est donc dans ce cadre-là que je suis vraiment très très heureux d'accueillir ce colloque, enfin en tout cas de contribuer à ce colloque. Et je remercie vivement Simeng pour cette belle initiative. Merci à vous. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais évidemment faire les remerciements d'usage. D'abord, remerciement à Simeng Wang d'avoir organisé cette journée qui s'annonce très intéressante et originale. Je reviendrai là-dessus. Et mes remerciements au directeur de l'IA, qui n'est pas là, mais qui nous accueille dans ses locaux. Alors, je salue également... François Héran, je le remercie aussi de m'avoir gratifié du titre de la spécialité de sinologue, parce que je ne suis pas du tout sinologue, malgré mes origines, je ne parle pas un mot de chinois. Donc, mais par contre, je suis migratologue. Si on veut dire. Donc, voilà. Et justement aussi, merci d'avoir... placé au fond la journée sous un regard migratoire, et je pense que c'est important. Alors, c'est pas surprenant de sa part, mais c'est important pour ne pas rester dans l'étude d'une communauté ou de quelques communautés et refermée sur elle-même. Enfin, qui les refermerait sur elle-même. Je salue également Winnie Lem, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a longtemps déjà, à plusieurs reprises. Et donc voilà, je salue bien sûr toutes les personnes qui participent à cette rencontre, et dont je connais quelques-unes. Alors donc, le titre de cette journée, des Asiatiques en Île-de-France, nouveaux regards, nouvelles images. Et je crois que c'est important d'observer cet intitulé, car nouveau regard, nouvelles images, c'est bien le regard, hein, c'est bien l'idée que le regard qu'on porte sur les choses bien façonne l'image qu'on s'en fait. Et c'est pas anodin que de dire cela, parce que ça correspond en fait à un positionnement épistémologique fort, dont il faut avoir en tête toutes les implications, et positionnement d'ailleurs par lequel je suis d'accord. Alors, j'en profite aussi pour saluer un collègue que j'ai pas vu, que je connais depuis très longtemps et que j'ai pas vu depuis quelques années, qui est Liv Youssion, qui doit... Bonjour. Et voilà. Alors, bon, l'intitulé des tables rondes
Ce matin, participation politique et citoyenneté, et puis cet après-midi, transmission, génération et mémoire. Et comme je dois dire quelques mots à propos de la recherche sur les Asiatiques en France, eh bien, je peux simplement signaler que ce sont deux thématiques qui sont peu présentes, ou qui ont été en tous les cas peu présentes dans la recherche sur les Asiatiques en France. Alors, je vais faire un bref rappel, puisque je vais essayer de pas trop débordé, sur les recherches qui ont été faites durant, disons, les 3 ou 4 dernières décennies, et ça sera peut-être utile pour situer ensuite les débats et tables rondes aujourd'hui. Alors au fond, jusqu'aux années 2000, la population asiatique en France, et on devrait peut-être dire les populations, selon les situations, cette population ou ces populations étaient, au regard de leur importance numérique, finalement, par rapport aux autres migrations, finalement, peu étudiées. Et alors, cela tient sans doute aux difficultés de définir cette population et de la circonscrire, parce qu'elle est formée de plusieurs groupes différenciés par leur date d'arrivée en France, par leur histoire migratoire et par leur espace d'origine. Et une autre raison, qui n'est pas des moindres à mon avis, c'est la difficulté d'y réaliser des enquêtes, tout bonnement. Alors, je vais surtout parler de migration chinoise, et évidemment, et donc ça réduira la portée de mon propos, et je dirais juste faire quelques allusions aux autres. Alors, en dehors d'un article absolument remarquable paru en 1952 d'un certain Charles Archambault, qui s'intitulait « En marge du quartier chinois » et qui est paru, comme j'ai dit, en 1952, et qui est une véritable mine d'informations sur la situation à l'époque. Il faut attendre en fait le milieu des années 80 pour qu'apparaissent ses premiers travaux. Alors je vais en citer quelques-uns, j'en ai évoqué quelques-uns, alors évidemment je ne serai pas exhaustif, je prie d'excuser les personnes que j'oublierai éventuellement. Alors d'abord, il y a les travaux fondateurs, en quelque sorte, de Michel Guillon et d'Isabelle Taboada Leonetti, qui est très connu, le triangle choisi, qui est paru en 86 et qui constitue en fait la première recherche d'envergure sur l'immigration chinoise à Paris, dans le 13e arrondissement. Alors à peu près à la même époque apparaissent les travaux de Jean-Pierre Assoun, avec Yi Fengtan, donc les Chinois de Paris, minorité culturelle ou constellation ethnique. Assoun publiera également sur les Hmong, donc là on est plus donc sur d'autres populations asiatiques, qui étaient d'ailleurs à l'époque son sujet principal. Il y a les travaux d'Anne Rollin sur la Petite Asie, et puis il y a évidemment les travaux de Liv Yuxiong, et notamment sa thèse de sociologie sur la diaspora chinoise en France, soutenue en 1991. Il y a eu aussi les travaux de Migrinter, laboratoire, enfin Migrinter qui signifie migration internationale, donc laboratoire de l'université de Poitiers. Alors des travaux conduits par Aït Oasis, par Boubakri, par Guillaume, par Gilda Simon et par moi-même sur les étrangers, sur les commerçants étrangers en France, et où j'ai étudié les commerçants asiatiques qui se sont... L'objectif, c'était vraiment les commerçants asiatiques au sens très général, et qui se sont avérés être, à l'enquête, c'est comme ça que c'était une découverte au fond, c'est qu'ils sont avérés être, enfin dans leur très large majorité, des personnes d'origine chinoise. Alors, il faut évidemment parler des recherches pionnières de Leu Koa, qui a soutenu une thèse en 83 sur les Vietnamiens en France, et puis les travaux de Pierre Simon et de Ida Simon-Barou sur les Cambodgiens, les Khmers, les Laotiens, les Lao, enfin, et aussi, également sur les Vietnamiens. Dans les années 90, il y a d'autres chercheurs apparaissent, parmi lesquels Thierry Perrault, qui
qui a publié un ouvrage sur les petites entreprises. Zheng Liwa, par exemple, qui a fait une thèse de linguistique sur les stratégies de communication des Chinois pour la FAS à Paris. Et au fond, tous les travaux que je viens d'évoquer portent principalement sur les Chinois originaires d'Asie du Sud-Est. Pas seulement, mais principalement. Et qui sont arrivés comme réfugiés au début des années 80. Quelques-uns s'intéressent également à ceux qui viennent de la province du Zhejiang en Chine. Alors depuis disons une dizaine ou une quinzaine d'années, les recherches se sont multipliées. Et au fond, un peu comme les autres travaux sur les migrations internationales, elles sont au fond indexées, si on peut dire, sur l'actualité, l'actualité migratoire en l'occurrence, et ont porté ou portent principalement sur 2 migrations qui se sont développées depuis. Celle qui est en provenance de Wenzhou, donc du Zhejiang, qui est très ancienne, mais qui a pris un essor particulier dans les années 90 et 2000, et celle de la Chine du Nord-Est. Et alors, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il y a très peu de travaux, donc durant la dernière quinzaine, ces 15 dernières années, sur les Chinois de l'Asie du Sud-Est, alors qu'ils constituaient le principal objet des travaux précédents. Ce qui est un peu une situation un peu regrettable et qui fait, au fond, disparaître de la recherche une population qui n'est plus dans le collimateur médiatique, en quelque sorte. Et finalement, on sait très peu de choses aujourd'hui sur les populations d'Asie du Sud-Est, aujourd'hui, en tous les cas beaucoup moins qu'il y a une trentaine d'années. Et alors on peut noter quand même qu'on pourrait dire la même chose de l'immigration, par exemple, espagnole, ou de l'immigration italienne, ou de l'immigration portugaise, qu'on connaissait très bien il y a une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, et puis dont on ne sait plus rien aujourd'hui. Alors il y a différents éléments qui font que il y a eu un essor, et notamment ce sont de l'ordre des manifestations, notamment le mouvement des sans-papiers à la fin des années 90, et surtout le mouvement du troisième collectif, qui a joué un rôle déclencheur, car au fond, ces manifestations portaient sur la scène de l'actualité une population qui était souvent présentée comme discrète, sans histoire, parfaitement intégrée, etc. Et en fait, elle est apparue comme rencontrant les mêmes difficultés, au fond, que les autres migrants subsahariens, turcs ou maghrébins, avec lesquels, d'ailleurs, elle manifestait. Et alors, les travaux, là, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, sont orientés sur les conditions d'immigration, sur les conditions de séjour, sur les conditions de travail des personnes en situation irrégulière, et sur les différents processus produisant cette situation. Alors, il y a eu une série de travaux que je ne vais pas tous citer. Il y a eu une attention aussi plus soutenue portée aux migrations féminines et aussi, évidemment, des problématiques en termes de rapport de genre, des travaux sur la prostitution, etc. Il y a aussi, ces travaux aussi étaient beaucoup plus attentifs à la dimension transnationale, et puis privilégier aussi une approche en termes un peu en termes d'agentivité. Et donc il y a eu plusieurs thèses qui ont été soutenues dans les années 2000 sur la question. La revue Hommes et Migration a consacré en 2005 un numéro à l'immigration chinoise, etc. Et puis, autre élément, au fond, d'actualité, et qui a joué, c'est le développement spectaculaire du commerce textile de gros en région parisienne, et qui a donné lieu à plusieurs travaux sur le 11e arrondissement et sur les entrepôts d'Aubervilliers. Alors, parallèlement à ces travaux donc, sur les situations contemporaines, s'est développé aussi un autre
orientation de recherche qui s'est intéressé aux travailleurs chinois recrutés durant la Grande Guerre, hein, par la France et la Grande-Bretagne. Il s'agit, par exemple, des travaux de Ma Li, et puis qui s'inscrivait d'ailleurs dans le prolongement des travaux de Liviu Xiong, mais aussi de Véronique Poisson, qui avait travaillé sur ces questions-là. Et par ailleurs, il y a l'historienne Nora Wang, hein, qui, elle, s'est intéressée aux étudiants ouvriers des années 1920. Alors donc, il y a eu, dans les années 2010, plusieurs thèses qui ont été soutenues, hein, dans ces différents compartiments, en quelque sorte, et qui montrent, au fond, l'évolution de la recherche, car elle porte sur des thèmes et des problématiques nouvelles, hein, par exemple la santé des migrants, hein, les mobilisations politiques, les relations avec la Chine, et les relations économiques avec la Chine, la situation sur le marché du travail et sur le marché du logement, etc. Et à ça, il faut ajouter des travaux sur les étudiants chinois en France et aussi sur les pratiques religieuses des Asiatiques. Mais bon, je les connais beaucoup moins bien. Donc évidemment, je ne suis pas du tout exhaustif, mais c'était un peu pour cadrer les choses. Et pour terminer, je voudrais dire que cette journée, au fond, me surprend par ses orientations, mais elle me surprend positivement, hein, car elle aborde, au fond, deux classes de questionnement qui sont peu abordées, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. D'une part, la participation politique et citoyenneté, et d'autre part, transmission, génération et mémoire. Et en regardant la liste des participants, hein, on s'aperçoit évidemment de la variété de ces intervenants. Et donc, je suis à peu près sûr que nous aurons un éclairage différent de celui que nous avons habituellement dans la recherche, et que nous apprendrons beaucoup à ce propos. Alors, j'ai un petit regret, hein, qui tient au fait qu'il y a 2 ou voire 3 autres populations asiatiques qui ne sont pas présentes, mais bon, l'Asie est vaste. Les migrations philippines, hein, et puis les Coréens, qui sont quand même relativement nombreux, et les Japonais. Et voilà. Et enfin, pour vraiment terminer, je crois qu'il faut, comme au fond a commencé à le faire François Héran tout à l'heure, il faut vraiment insérer, à mon avis, l'étude des migrations asiatiques dans les problématiques migratoires, et aussi, donc, à mon avis, dans les problématiques diasporiques, et puis s'interroger, donc en élargissant un peu les choses, et se poser la question, qu'est-ce que les études des migrations asiatiques nous apprennent, au fond, sur les migrations en général. Voilà, alors donc je souhaite une bonne continuation à ces journées. Voilà. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord remercier Shimon Wang pour m'avoir invité à cet événement. Je vais juste dire quelques mots sur le sujet de ce qu'une optique de genre peut nous dire sur la question de la migration asiatique. Je vais employer l'exemple de mes recherches. Et ce qui m'intéresse comme chercheuse est le sujet de comment les migrantes gagnent leur vie dans des contextes où les processus de la restructuration déroulaient au cours des 4 dernières décennies. En Chine, cette restructuration a impliqué la transformation du système de socialisme d'État au système de capitalisme d'État. En France, cette restructuration a impliqué la transformation d'un système de capitalisme géré par l'État au capitalisme financiarisé. Pendant cette période, on constate aussi que la féminisation de la migration est devenue une tendance importante dans
la migration mondiale. La féminisation de la migration veut dire non seulement qu'il y a une augmentation du nombre de femmes qui migrent, mais aussi au fait qu'il y a beaucoup de femmes qui migrent comme individus autonomes. Ainsi, dans la migration transnationale entre la Chine et la France, il existe 2 cohortes de femmes qui expriment cette tendance. Une cohorte de femmes, comme beaucoup parmi vous savez, est arrivée en France et elles ont quitté la Chine vers la première phase de restructuration, dont une ceinture de soleil industrielle commençait à être créée par les politiques qui ont favorisé l'industrie par rapport à l'agriculture. Il y a aussi une deuxième cohorte de migrantes qui est arrivée en France. Elles ont quitté la France vers la deuxième phase de restructuration, dont des privatisations à grande échelle des entreprises et des industries de l'État. Elles sont venues en grande partie, mais pas exclusivement, du nord et du nord-est de la Chine, des régions où une ceinture de la rue industrielle a développé. Il existe de nombreuses différences sociales et démographiques entre les 2 cohortes. Beaucoup des migrantes de la première cohorte sont issues des milieux ruraux et de petites villes dans le sud-est de la Chine, y compris de Wenzhou. Dans ces milieux, il devenait de plus en plus difficile de gagner une vie de l'agriculture et du travail artisanal. Dans la migration internationale vers les pays comme la France a été poursuivie. La migration de ces femmes étaient individus, mais n'étaient pas entièrement autonomes. Beaucoup d'entre eux se sont rapidement intégrés économiquement et socialement au réseau mis en place par des migrants du Sud-Est qui habitaient déjà à Paris. Beaucoup de ce groupe de femmes étaient jeunes, célibataires, quand elles ont quitté la Chine et elles ont rencontré leur mari à Paris. Par contraste, les femmes de la deuxième cohorte étaient en général les femmes d'âge moyen déjà mariées ou divorcées avec des enfants demeurés en Chine. Un grand nombre de ces femmes venaient d'un milieu plus urbain et elles étaient employées dans les entreprises de l'État. Ils ont perdu leurs emplois lorsque ces entreprises avaient été fermées ou privatisées. Ces femmes n'avaient pas de vaste réseau de parentes et d'amis à Paris, car les migrations intérieures du Nord-Est étaient très peu nombreuses. Les 2 cohortes de migrantes sont arrivées en France pendant une période de la désindustrialisation et de basculement de la base économique vers le développement des services dans les domaines de la finance, des assurances et d'immobilier. Plusieurs des femmes de la première cohorte qui travaillaient dans les industries à Paris ont perdu leurs emplois et commencé à travailler dans l'économie des services, souvent dans l'économie informelle. Beaucoup des femmes de la deuxième cohorte sont arrivées alors que les emplois industriels en France n'étaient plus disponibles et elles sont insérées directement dans l'économie des services, comme des aides dans les cuisines des restaurants, des serveurs, des femmes de ménage et nourrices, etc. Dans cette économie de services et dans l'économie en général, les migrantes et les migrants sont souvent canalisés vers des emplois instables et précaires. En anglais, ils sont souvent caractérisés comme les 3D jobs, c'est-à-dire les emplois qui sont sales, dangereux et dégradants.
Un type de travail considéré très dégradant est le travail du sexe. Le manque de réseaux sociaux, les tyrannies des conditions de travail comme nourrice chez les particuliers, le manque de compétences linguistiques sont les facteurs qui ont poussé quelques femmes vers un travail très stigmatisé pour gagner leur vie et pour soutenir leur famille en Chine. En effet, beaucoup de migrantes se sont tournées vers les activités entrepreneuriales pour résoudre des crises de la reproduction sociale. Et... Oh, pardon. Dans les études féministes, la question sur comment les gens se maintiennent et peuvent maintenir leur famille est appelée le problème de la reproduction sociale. Une grande partie des études sur la migration met l'accent sur l'entrepreneuriat des migrants comme solution au problème de la reproduction sociale. En effet, beaucoup de migrants se sont tournés vers des activités entrepreneuriales pour résoudre des crises de la reproduction sociale et elles dirigent, beaucoup de femmes maintenant dirigent des petites entreprises à eux dans la ville de Paris. Ce type d'activité est souvent célébré par les Chinois et les non-Chinois aussi, particulièrement dans le contexte politique et économique actuel qui encourage la création d'entreprises et l'esprit d'entreprise. Mais aussi, on peut peut-être dire que les travailleuses de sexe font partie de l'entrepreneuriat parisien, mais les éloges pour innovation et l'esprit d'entreprise ne s'appliquent pas à ces femmes qui n'ont pas d'autre option pour gagner leur vie et que de se tourner vers un type de travail stigmatisé et marginalisé. Je veux terminer en disant que c'est donc à travers cette optique de genre sur la migration que nous pouvons exposer non seulement certains enjeux et problèmes de la reproduction sociale, mais également on peut exposer certaines hypocrisies et contradictions du contexte politique et économique actuel qui favorise la création d'entreprises et de l'entrepreneuriat. Je propose donc que le travail sur la migration et les minorités continue à interroger les nombreuses questions relatives aux forces qui soutiennent la marginalisation des femmes déjà marginalisées au sens triple, comme femmes, comme migrantes et comme membres d'une minorité ethnique. Pour ce faire, nous devons continuer à demander pourquoi les crises de la reproduction sociale sont si omniprésentes dans l'époque qu'on appelle souvent l'âge de migration. Et voilà, c'est tout. Merci.